Eh bien, bonjour à toutes et à tous, je suis Claire Delez et j'ai le plaisir d'animer ce webinaire. Merci d'être présent pour parler d'un sujet qui vous tient à cœur, PPWR. Êtes-vous réellement prêt pour les prochaines échéances? Un webinaire organisé par Roll for Pack Emballage Paris. Et pour en parler, j'ai le plaisir de vous présenter Blandine Laguin, ingénieure packaging, Marion Bonjour. Elou, bonjour, Bonjour. Marion Elou qui est docteur en biomatériaux pour l'entreprise Paqueco. Nous sommes également en présence de Chantal Delamode, directrice du salon. Bonjour Chantal. Bonjour à tous. Alors Chantal, nous avions déjà réalisé un webinaire il y a quelques mois sur ce thème. Cette fois, il nous a semblé essentiel de nous concentrer sur des questions très concrètes que se pose le public. Comment comprendre, mais aussi anticiper les échéances du PPWR et surtout comment se préparer aux nouvelles exigences réglementaires. Oui, alors bien entendu, notre vocation est surtout d'informer l'ensemble des gens qui nous écoutent. Effectivement, on remercie l'entreprise Paqueco de nous avoir accompagnés. On est effectivement aujourd'hui sur un rétro-planning qui commence à voir le mur très rapidement. Et donc, on se disait que c'était important de vous donner une information la plus concrète possible pour vous permettre d'adapter votre développement en fonction des réglementations qui vont être mises en œuvre dès cet été. Merci Chantal. Eh bien, je vous propose tout de suite d'entrer dans le vif du sujet avec nos expertes. Sachez avant de commencer que vous pouvez poser vos questions via le chat. Nous tenterons d'y répondre pendant le webinaire. Je vous propose tout de suite de passer à la première partie. Mais avant cela, avant d'entrer vraiment dans le vif du sujet, est-ce que vous pouvez nous dire en une phrase véritablement ce qui change d'un point de vue réglementaire? Alors, d'un point de vue réglementaire, en fait, c'est tout simplement un texte révolutionnaire. Je pense qu'on peut en parler comme ça. On avait déjà un texte côté emballage et environnement depuis 1994 avec une directive. Donc, on aurait pu dire la PPWD avant le PPWR. Cette directive, au final, a été, on va dire, relativement peu connue et appliquée, surtout pour les petites entreprises. Alors, on ne va pas dire pour autant que l'éco-conception, c'était un sujet secondaire. On l'a très bien vu, il suffit de parcourir les rayons pour voir que nos emballages ont subi des cures d'amaigrissement spectaculaires. Alors, pour tout un tas de raisons, que ce soit économique ou écologique. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était insuffisant. Donc, le PPWR va permettre de structurer et d'accélérer cette mutation dès août 2026 en la rendant obligatoire pour tous. Et c'est vraiment un texte tout à fait particulier parce qu'il va s'accompagner de ce qu'on appelle toute une législation secondaire qui va apparaître au fil du temps. Donc le PPWR, c'est juste le début de l'aventure, en fait, quelque part. Donc c'est pour ça qu'on en parle vraiment autant depuis quelques mois. Tout à fait. Eh bien maintenant, je vous propose de nous parler également de Paqueco. Est-ce que vous pouvez nous dire notamment les sujets sur lesquels vos clients vous sollicitent le plus aujourd'hui? Alors, Paqueco, on travaille à la fois sur la sécurité des hommes directement, on va dire, c'est-à-dire le contact alimentaire, et puis à côté sur la sécurité, la préservation de l'environnement. Donc, le sujet qui nous intéresse un peu aujourd'hui, alors sachant que ces sujets se croisent quand même, puisque on va parler beaucoup de molécules, par exemple, et on se rend compte que des molécules, évidemment, qui sont nocives pour l'homme, sont nocives pour l'environnement aussi. Donc, c'est des textes qui commencent par se croiser. C'est la difficulté aussi d'ailleurs du PPWR. Donc on travaille sur ces deux points-là avec trois niveaux. Le premier niveau, ça va être l'information, c'est-à-dire de pousser une information, alors surtout réglementaire, même si on fait aussi tout ce qui est innovation emballage, mais c'est vrai que là, nos clients sont plutôt inquiets et nous demandent soit des panoramas réglementaires, soit des veilles réglementaires sur des formats qui peuvent être assez différents. Ça peut être du PDF ou ça peut être tout simplement un fichier Excel qu'on leur met à jour tous les mois. Très simple. Sauf que pour comprendre en fait ce qui se passe, avoir l'information, c'est pas forcément suffisant. Donc on propose aussi des actions de formation qui peuvent être très courtes, c'est-à-dire qu'on peut partir sur des formations de sensibilisation sur l'économie circulaire en l'emballage d'une demi-journée ou des formations, on va dire, plus classiques jusqu'à 3 jours. Et évidemment, on est disponible en fait pour partir sur tous les cas particuliers des entreprises, c'est-à-dire appliquer toutes ces informations techniques et réglementaires
soit via des petits forfaits très très courts, une hotline, on nous appelle et on répond. Donc vraiment là, dans ce cadre-là, un support ponctuel de type conseil, et puis sur un accompagnement moyen, long terme, suivant les besoins en fait de nos clients, tout simplement. Merci. Est-ce que vous pouvez nous parler des secteurs qui vous semblent les plus avancés? Alors, les secteurs les plus avancés, très honnêtement, ça va être historiquement tout ce qui est agroalimentaire. Je pense qu'ils avaient un suivi qui était très très fort et peut-être plus large en fait que d'autres structures, c'est-à-dire les affaires réglementaires qui n'étaient pas forcément centrées uniquement sur le produit. Donc, eux, ils ont réagi très très vite. Et puis, immédiatement après, on a eu les secteurs de la cosmétique. On a eu les secteurs de la pharmaceutique qui se sont adressés à nous. Et puis, progressivement aussi, tout ce qui était, on va dire, produits non sensibles. Donc, que ce soit pour des équipements électriques, que ce soit pour des portes de placard. Enfin bref, ici, vous avez un exemple. Et pour beaucoup de nos clients, on a travaillé effectivement sur ce côté environnement. Merci beaucoup. Je vous propose à présent de passer sur la partie numéro 2 de ce webinaire avec la présentation du contexte réglementaire. Marion, pour comprendre le PPWR, il faut revenir au contexte européen plus global. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, tout à fait. Effectivement, avant de rentrer dans le détail du PPWR, il est important en fait de replacer le texte dans son contexte global. Donc, le texte PPWR, effectivement, il s'inscrit pleinement dans la stratégie européenne du Green Deal, dont l'objectif, c'est vraiment de rentrer dans une économie circulaire et d'atteindre la neutralité carbone en 2050. Donc, le Green Deal, finalement, il va bien donner l'ambition de l'Europe, mais il ne va pas donner des règles techniques, il ne va pas donner finalement la règle du jeu. Et donc, c'est pour ça que l'Europe a eu besoin de mettre en place d'autres textes qui soient beaucoup plus techniques et beaucoup plus sectoriels. Donc, on va retrouver dans un premier temps le règlement REACH. Donc, le règlement REACH, lui, concerne tous les secteurs d'activité, pas uniquement les emballages, et il va définir finalement quelles sont les substances qui sont autorisées, quelles sont les substances qui sont restreintes et quelles sont les substances qui sont interdites. Donc, REACH, c'est vraiment le socle chimique de toute notre réglementation européenne. Ensuite, on a la directive SUP pour Single Use Plastic. Et là, c'est un texte qui va cibler plus particulièrement certains produits en plastique à usage unique qui étaient particulièrement visibles dans l'environnement. Et enfin, dernier texte qui nous intéresse aujourd'hui, le règlement PPWR. Finalement, c'est le texte aujourd'hui le plus structurant pour le secteur des emballages. Et son objectif, quelque part, ça va être de transformer la vision du Green Deal en des règles concrètes pour tous les emballages mis en marché au niveau européen. Donc, si on regarde un petit peu la chronologie du texte PPWR, finalement, la première proposition du texte, elle a été publiée par la Commission européenne en novembre 2022. Donc, ça va bientôt faire finalement presque 4 ans qu'on connaît l'existence de ce texte. Et ce texte, après, il a finalement suivi le parcours classique législatif avec plusieurs phases de négociation, plusieurs phases de révision entre les trois parties, le Parlement, le Conseil et la Commission européenne, pour entrer en vigueur en février 2025. 18 mois plus tard, on arrive à l'entrée en application. Alors là, je pense que tout le monde connaît la date par cœur. C'est bien le 12 août 2026. Donc aujourd'hui, on est le 9 juin. Donc dans 2 mois exactement, le règlement PPWR va rentrer en application. Attention, ça ne veut pas forcément dire que toutes les exigences vont rentrer en application à partir du 12 août. Le PPWR définit bien un calendrier d'application. On a un message d'erreur. Un message d'erreur. Vous nous entendez toujours? Oui, On toujours. a eu un message d'erreur. Je ne sais pas exactement où ça s'est produit. On reprend du coup Voilà. ici Voilà. Ok, très bien. pour la Très mise en Ouais. application. On a continué à vous entendre. Ah, moi, super. je- Ah, bah, c'est très bien. Oui. On a continué Ok. à vous entendre. Et moi, j'avais une question. Oui. Voilà, je me posais, par rapport à tout dans ce contexte, qu'est-ce qui diffère voilà, entre le contexte actuel français et ce contexte européen?
Alors déjà, si on regarde un petit peu le contexte européen, on va voir que le règlement PPWR, il marque un changement important par rapport à l'ancienne directive qu'on connaissait, la directive 94/62. Tout d'abord, effectivement, parce qu'on passe d'une directive à un règlement. Et donc concrètement, ça signifie des règles beaucoup plus harmonisées et une application directe des règles dans les États membres. Alors, effectivement, on a vu qu'il y a un changement au niveau de la forme juridique du texte, mais on a aussi un changement au niveau du contenu du texte. Puisque pour la directive 94/62, on était plutôt centré sur une logique de prévention des déchets, alors que le règlement PPWR, lui, il introduit des exigences qui sont beaucoup plus techniques, des exigences qui sont très ambitieuses, et qui finalement vont reprendre l'ensemble du cycle de vie complet de l'emballage, que ce soit l'éco-conception, la fabrication, l'utilisation et la fin de vie. Donc c'est beaucoup plus complet que la directive 94/62. Et ce qu'il faut garder en plus en tête pour ce texte PPWR, c'est qu'effectivement, il nous donne les grands principes, les grands objectifs, mais on attend encore pas mal de textes qui vont être publiés ces prochains mois et ces prochaines années. C'est typiquement toute cette législation secondaire que vous avez déjà entendu parler, donc avec la publication d'actes délégués ou d'actes d'exécution. C'est un peu comme en France où on a la loi AGEC et qu'on a tous ces décrets d'application. Et bien, cette législation secondaire, elle va venir préciser concrètement comment on va arriver aux objectifs finalement du PPWR. Donc, elles vont par exemple publier des méthodes de calcul, des méthodes de vérification et des méthodes d'évaluation. Très bien. Merci à toutes les deux pour cet éclairage. Je vous propose à présent de parler d'un point important, ce sont les exigences clés, c'est-à-dire comment on rend concret l'impact business. Moi, j'ai une question, c'est-à-dire que quand on parle de réduction des emballages, qu'est-ce que ça veut dire concrètement aussi pour un industriel? Et je rappelle que vous pouvez poser vos questions via le chat, on dédiera un temps naturellement pour y répondre. Alors peut-être avant de rentrer effectivement dans les différentes exigences, l'idée c'est peut-être de revenir sur le périmètre du PPWR. Donc pour rappel, le PPWR, il couvre bien tous les emballages et tous les déchets d'emballage, que ce soit les emballages à destination des ménages. Et c'est un peu plus une nouveauté là, mais ça concerne également les emballages professionnels. Et contrairement au cadre français finalement qui se focalisait principalement sur les plastiques à usage unique, le PPWR, lui, il va concerner tous les matériaux d'emballage, que ce soit les papiers cartons, les plastiques, les métaux et les verres. Et ce qu'il faut garder en tête aussi, c'est vraiment que toute la chaîne de valeur est concernée. Et donc là aussi, changement par rapport à notre loi française et par rapport à l'ancienne directive 94/62. Donc, au niveau effectivement des exigences du PPWR, vous allez reconnaître les 3 R finalement de notre loi AGEC, donc avec la réduction des emballages, la recyclabilité et l'incorporation de matières recyclées, le R de réemploi, et à ces R-là, finalement, le PPWR va introduire une restriction au niveau des substances dangereuses et va introduire également l'harmonisation de l'étiquetage environnemental. Et une grosse nouveauté dans ce texte PPWR, c'est l'introduction d'un dossier technique de conformité et d'une déclaration de conformité pour chaque type d'emballage. Mais ça, on va en reparler juste après. Merci beaucoup. Donc là, on est sur la partie comprendre et anticiper les exigences clés. Comment justement, quelles sont finalement voilà, les réponses? Alors, les exigences dont Marion a commencé à vous parler, en fait, on peut les structurer aussi en se disant qu'on va d'abord travailler sur le début de la vie de nos emballages et sur la fin de la vie des emballages. Donc, pour pouvoir parvenir effectivement à des objectifs de réduction tels qu'ils ont été affichés, donc on a 2030, 2035, 2040, des paliers progressifs, 5, 10, 15% qui concernent tous les emballages. On pourrait se dire dans un premier temps que ça semble peut-être pas beaucoup. Après, il faut se placer dans le contexte où la plupart des industriels, on le disait en introduction, ont déjà beaucoup travaillé sur les emballages pour des raisons tant écologiques
qu'économique. Donc, on a déjà beaucoup d'emballages qui sont optimisés. Et donc, arriver à optimiser encore davantage, ça reste de vrais défis. Surtout que cet objectif quantitatif, en fait, ne se trouve pas tout seul et va devoir être atteint tout en faisant des changements par ailleurs. Donc, on est face à un vrai challenge qui va se passer au niveau communautaire, puisque les entreprises vont, chacune de leur côté, essayer justement de participer à ces objectifs de réduction, vont remonter leurs chiffres auprès des éco-organismes nationaux de référence. Cela va être compilé au niveau de chacun des États de l'Union européenne et au final, on va pouvoir avoir un résultat au niveau de l'Union. Donc, ça sera peut-être assez long, mais l'idée, c'est vraiment de pouvoir augmenter, en fait, de pouvoir diminuer, pardon, cette quantité de déchets. J'ai une petite question pour ceux qui voudraient répondre dans le chat. Quand on était en 2012, un Européen, c'était 155 kilos d'emballage par an. Mhm. Et quand on est en 2021, à votre avis, est-ce que ça a stagné? Est-ce que ça a augmenté? Ou est-ce que ça a diminué? Alors, je vous invite à répondre si vous le souhaitez. Alors, par contre, nous, du coup, avec le petit souci de tout à l'heure, on a perdu une connexion. Je vous invite, du coup, Claire, à nous dire ce, Ouais, ce je qu'en vais pense, voir sur le chat, sur la conversation. ou si certains ont envie de nous donner des poids, en fait. Donc, Alors, 155 kilos en 2012. Et en donc, on 2021, voit, oui, il y a de nombreuses réponses. Ça a augmenté, augmenté, augmenté. bon, tout le monde est bien d'accord. Une personne nous a dit réduction, mais sinon, augmenté, stagné. Ouais, la Voilà. globalité, c'est l'augmentation, hein, quand même. Voilà, avec certains qui sont un peu plus optimistes en espérant au moins une stagnation. Non. Hélas, si on a eu une réglementation plus contraignante, c'est bien que ça a augmenté, puis ça a augmenté de façon conséquente. On est passé de 155 kilos à 189 kilos quand même. Donc, il y a urgence à agir. Et puis, quand vous voyez ce type d'augmentation, eh bien, vous comprenez bien que ces objectifs de réduction sont en fait particulièrement ambitieux. Donc ça, c'est des objectifs au niveau européen. Et pour ça, on va demander à chaque entreprise, en fait, de travailler sur chacun de ces emballages et systèmes d'emballage afin d'atteindre des minimums de poids et de volume. Alors, pour les plus aguerris d'entre nous, on va dire, ça doit vous rappeler quelque chose dans la directive de 1994 où on déterminait justement qu'on avait atteint des points critiques à l'aide de cahiers des charges. Bon, ça va être un petit peu plus encadré avec le PPWR, puisqu'on va avoir une méthode de calcul dès 2027, et vous aurez 3 ans du coup pour vous familiariser avec cette méthode qui entrera en application en 2030. En parallèle, on va aussi vous demander de réduire le vide au maximum dans certains emballages. C'est-à-dire, on va quand même dissocier emballage de vente, emballage groupé, emballage de transport. Donc, on va de la même façon avoir des méthodes de calcul du taux d'espace vide. Et les chiffres qui sont donnés, par exemple pour les emballages groupés de transport, on nous parle de 50%. Alors, ça peut sembler énorme, ce maximum. En fait, on y arrive très, très vite, hein. Imaginez tout ce que vous recevez chez vous par la poste, ou imaginez aussi une charge palettisée en fait avec des palettes mixtes. Effectivement, on arrive très très rapidement à cet espace de 50%. Donc, ça reste un challenge. Alors moi, j'ai une autre question aussi, c'est est-ce que finalement, au travers de tout ça, les entreprises, elles ont déjà des données que l'on peut estimer nécessaires pour répondre à tout ça? Alors, c'est un petit peu compliqué parce que tant qu'on ne connaît pas les méthodes, en fait, on ne sait pas exactement toujours sur quoi se baser. Donc, il nous faut vraiment les méthodes, même si dans un premier temps, évidemment, on peut essayer de regrouper certaines données qui vont être tout ce qui est dimensionnel, en fait, et qui vont nous préparer pour faire les calculs. Donc ça, c'est déjà bien, en fait, de commencer à collecter ces informations, évidemment, pour être prêt à dégainer ces informations et à appliquer les méthodes de calcul dessus. On a également, en complément, une restriction de certains formats usage unique. Alors là,
ça doit vous rappeler assez classiquement ce qui s'est passé en France avec la loi AGEC. On va vous parler d'emballage de regroupement, emballage pour les fruits et légumes, tout ce qui est portions individuelles et tout, enfin bref, tout ce qui vient aussi du domaine de l'hôtellerie-restauration, avec une entrée en application dès 2030. Et puis, ce qui actuellement occupe beaucoup d'entreprises, c'est une restriction sur des substances particulières. Alors, les métaux lourds, c'est sans surprise, ça paraissait déjà dans la directive de 94 avec ce seuil de 100 ppm. Par contre, là où il y a vraiment eu une surprise, c'est au niveau de ce qu'on appelle les PFAS. Alors, ça s'applique uniquement aux emballages destinés au contact alimentaire, mais vous voyez que la réglementation, le PPWR, d'emblée a imposé des niveaux extrêmement bas, de 25 ppb, donc ça c'est parti par milliard, vous voyez, donc on est vraiment descendu au-delà du ppm, avec une entrée en application pour le 12 août 2026. Donc là, c'est vraiment ce qui a inquiété, je pense, à peu près tout le monde très rapidement, à tel point qu'il a fallu qu'une guideline puisse sortir rapidement. Donc, elle est sortie le 30 mars pour préciser la démarche d'évaluation de la conformité. Et effectivement, on en avait vraiment besoin. D'autant plus que ce texte nous a précisé aussi qu'on n'aurait pas de report, en fait. Le 12 août 2026 est bien la date d'entrée en application, c'est-à-dire que les emballages mis sur le marché plein, le 12 août 2026, doivent pouvoir démontrer cette restriction des PFAS. Donc, ces premiers éléments, en fait, vous indiquent que déjà, il y a énormément d'impact sur vos emballages. Donc, on va pas tous les lister. On avait commencé à en indiquer certains. Ça passe de la suppression à l'optimisation, au redesign complet. Et puis, surtout, ça va vous amener à retravailler en équipe transverse, puisqu'il va y avoir des arbitrages, peut-être assez forts dans certains cas, à opérer. Le deuxième sujet majeur qui est assez perturbant, là on va se placer côté vraiment fin de vie, c'est tout ce qui est recyclabilité des emballages. Alors là, il y a deux choses particulières. La première, c'est cette histoire de pourcentage de recyclabilité. Alors, il faut savoir qu'on va pouvoir déterminer pour chaque emballage, alors que cet emballage soit monomatériau, que cet emballage soit multimatériau, qu'il soit composé de plusieurs éléments ou pas, en fait, tout ça va rentrer dans le calcul, les étiquettes, les colles, les impressions, etc. et pouvoir déterminer, en fait, en poids, quel sera son pourcentage de recyclabilité. Ça va passer initialement par des critères de conception, des méthodologies d'évaluation, et donc ensuite ce qu'on va appeler des classes de performance. Et dès 2030, en fait, vous n'aurez le droit de mettre sur le marché que des emballages qui soient considérés comme à plus de 70% recyclables. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de totalement nouveau et on a besoin en urgence, effectivement, d'avoir la méthode qui nous soit donnée parce que 2028 à 2030, en fait, ça fait 2 ans. C'est très court pour optimiser les emballages. Optimiser les emballages, ça se compte minimum 6 mois si la modification est légère, mais quand on a besoin de faire des changements de matériaux ou des changements de format, le temps du projet passe rapidement à l'année, évidemment, voire à 2 ans. Donc c'est quelque chose qu'il faut vraiment suivre pour pouvoir se préparer rapidement à appliquer ces critères et à déterminer si vous avez le droit de mettre vos emballages sur le marché en 2030. Vous allez être aidé avec la publication de normes harmonisées spécifiques par matériaux. Donc, dans un premier temps, les normes plastiques et dans un deuxième temps, les normes sur les autres matériaux, que ce soit du verre, du carton, du métal, etc. Je me permets parce qu'il y a une question sur les PFAS avant qu'on passe à un autre point. Donc, il y a une question par rapport aux analyses PFAS mentionnées dans les guidelines. Est-ce que les autorités nationales sont en accord avec cette lecture? En effet, les guidelines ne sont pas juridiquement contraignantes. Tout à fait. Les guidelines, ce n'est pas du tout effectivement un texte juridique. Alors, si les autorités
nationales sont en ligne avec ces guidelines, ça, c'est pas facile, on n'a pas forcément l'information. Par contre, ce qui est important de noter, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'analyse, ou en tout cas de méthode harmonisée au niveau européen. Donc, on a bien des seuils, on a bien une approche qui est définie dans les guidelines. Par contre, il n'y a pas, il n'y a pas d'analyse aujourd'hui qui est harmonisée dans les laboratoires français ni dans les autres laboratoires de l'Union européenne. Et ça pose effectivement beaucoup de questions aujourd'hui aux industriels, d'où un petit peu ces derniers jours, hein, on a vu pas mal d'entreprises, pas mal de signataires pour reporter justement cette mise en application des PFAS. Très bien, il y avait une autre question. Pourquoi l'Union européenne définit-elle bien les restrictions concernant, par exemple, les métaux lourds ou les PFAS, mais ne précise-t-elle pas la manière dont ces substances doivent être testées ou démontrées? Voilà, c'est ça. C'est qu'en fait, cette méthode, c'est exactement ce qui est en cours, en train de se faire dans les laboratoires d'analyse. Très bien. C'est vraiment en cours, mais c'est vrai que là, on arrive à 2 mois de l'entrée en application et ça devient très, très urgent qu'il y ait cette méthode d'analyse. Cette méthode d'analyse. Parfait. Je vous laisse continuer peut-être voilà, sur la Oui. partie Voilà, on avait une dernière petite chose sur la recyclabilité. la recyclabilité, tout à fait. C'est-à-dire que les emballages devront aussi être recyclables à l'échelle. Ceux qui sont familiers avec la loi AGEC, ça doit vous rappeler quelque chose, c'est-à-dire que le recyclage, c'est pas uniquement de la théorie maintenant, ça va être aussi de la pratique, c'est-à-dire la capacité à être collecté, la capacité à ce que les centres de tri puissent les reconnaître efficacement et puissent les orienter vers les différents flux, et également qu'il existe une usine vraiment derrière pour pouvoir produire un matériau de qualité. Et tout ça sur 75% de la population de l'Union européenne. Donc ça veut dire quelque part qu'on va devoir utiliser des matériaux qui soient extrêmement standardisés de façon à ce que cet ensemble-là puisse fonctionner. Donc ça aura évidemment des impacts sur les emballages, hein, ces 2 points liés au recyclage, c'est-à-dire que ce soit de la simplification de certaines structures. On parle beaucoup de passer d'emballages complexes multimatériaux à des emballages qui sont dits monomatériaux, qui peuvent être complexes pour autant. Et puis, évidemment, de limiter des éléments perturbateurs du recyclage, de ne pas choisir des matériaux, on va dire, trop exotiques, travailler sur la séparabilité des composants, etc., etc. Donc, beaucoup de travail, là aussi, pour comprendre ce qui se passe en fin de vie. Alors aujourd'hui, c'est vrai que on parle des emballages recyclables, mais le contenu recyclé devient aussi un sujet stratégique et le PPWR a donc introduit un objectif d'incorporation de matières recyclées, mais uniquement dans les emballages plastiques. Donc ça simplifie un peu la vie, quoique. Et donc le texte va prévoir des taux, des niveaux d'incorporation de matières recyclées qui sont différents en fonction de la résine plastique utilisée et aussi en fonction de l'application. On va avoir des taux différents si on est sur des applications de type contact alimentaire ou si on est sur des applications qui ne sont pas liées au contact alimentaire. Et donc, les premières obligations d'incorporation de matières recyclées seront applicables dès le 1er janvier 2030, avec une augmentation de ces taux pour 2040. En ce qui concerne les modalités précises d'application, les modalités de calcul et les modalités d'évaluation du contenu recyclé, elles seront connues d'ici la fin de l'année via évidemment la publication d'actes délégués. Et derrière, finalement, cet impact réglementaire, il y a évidemment des impacts pour les entreprises. On va tout d'abord parler d'enjeux de disponibilité de la matière recyclée et de sécurisation des approvisionnements justement en matière recyclée, parce qu'on va arriver à un moment en fait où la demande va être très forte. Et donc, le plus tôt on va sécuriser cet approvisionnement en matière recyclée, le plus tôt sera idéal. On va aussi avoir des enjeux techniques, notamment sur la performance technique des matières recyclées, sur la stabilité aussi des performances mécaniques, sur la couleur et bien évidemment un enjeu sur la compatibilité qui est liée au contact alimentaire. Parce que je pense que c'est un mystère pour personne. Aujourd'hui, il y a très peu de résines plastiques recyclées qui sont valides pour un retour au contact alimentaire.
Si on passe maintenant à la 4e exigence clé du PPWR, qui est sur le réemploi, pardon. Alors, Aujourd'hui, en fait, ouais. à ce propos, sur le réemploi, est-ce qu'on peut aujourd'hui que c'est réaliste pour tous les secteurs? Ah ouais, bah effectivement, pas forcément. Pas forcément, et c'est un point effectivement à garder en tête, hein, le réemploi, il n'est pas forcément pertinent et il n'est pas non plus techniquement faisable pour tous les emballages et pour tous les secteurs d'activité, effectivement. Et c'est bien pour ça que le PPWR, eh ben, il a fixé des objectifs ciblés. Donc, il y a évidemment des emballages et des secteurs d'activité qui seront plus concernés que d'autres, hein. C'est notamment les emballages de transport, les emballages groupés et une partie des emballages de boissons, avec une entrée en application au 1er janvier 2030. Et donc vraiment, l'enjeu finalement du règlement, ça va être de développer le réemploi là où il est vraiment pertinent d'un point de vue technique et opérationnel, plutôt que d'imposer un modèle unique finalement à tous les secteurs d'activité et à tous les emballages, comme l'a fait notre loi française, la loi AGEC, hein, qui a mis un objectif global pour tous les emballages et pour tous les secteurs d'activité. Et quand on parle de réemploi, d'emballage réemployable, en fait, ce n'est pas qu'un simple changement d'emballage, en fait. Derrière ça, c'est beaucoup plus compliqué. En général, il faut complètement repenser le système. Il faut repenser les emballages, il faut repenser le design, les formats, pour qu'ils puissent faire plusieurs rotations. Mais il faut aussi repenser les systèmes logistiques, la collecte, le lavage, la traçabilité. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, le réemploi, ça reste un sujet qui est très complexe, hein, pour les entreprises à mettre en œuvre, même si effectivement, c'est un axe stratégique qui va vraiment devoir falloir mettre en œuvre. Mais c'est vrai que c'est un sujet qui reste encore très compliqué pour les entreprises. Est-ce que du coup, on peut dire, on voit qu'on a des objectifs pour 2030. Un projet de réemploi, ça prend facilement plusieurs années. Donc, il faut commencer Dès maintenant. aujourd'hui. On est bien d'accord. On peut peut-être parler d'étiquetage environnemental à présent. Oui, alors l'étiquetage environnemental, c'est peut-être le morceau le plus simple à expliquer parce que celui-ci, j'ai envie de dire, arrange tout le monde. Je pense que chacun a eu des difficultés. En France, il faut appliquer le Triman, l'infotri. Si jamais vous vendez en Espagne, ce ne sont pas les mêmes logos. Si jamais vous vendez en Italie, c'est encore différent. Donc ça veut dire qu'il faut faire varier en fait ces étiquetages, non seulement en langue, mais aussi au niveau des différents pictos. Et évidemment, si on essaye de faire du tout en un sur un seul étiquetage, c'est pas lisible du tout. Donc, on avait tous, en fait, intérêt à ce qu'il y ait une harmonisation des consignes de tri au niveau européen. Mais est-ce que ça veut dire qu'on va assister à la fin du Triman et de l'infotri français? Et oui, et oui, tout à fait, c'est tout à fait juste. C'est-à-dire que si on a une consigne unifiée, eh bien, on va retirer les consignes nationales. Et ça pourrait arriver très très vite, hein, puisque l'entrée en application de ce système unifié sera le 12 août 2028. Alors, on va être prévenu un petit peu avant, c'est-à-dire que le 12 août 2026, on aura la méthodologie et le nouveau marquage. Là, ce qu'on vous a indiqué en illustration, c'est ce qui a été proposé par le JRC comme possibilité. On n'est pas exactement sûr que c'est ce qui sera retenu parce qu'il y a deux obstacles principaux. Le premier, c'est la couleur. Sachant que tous les emballages ne sont pas imprimés en couleur, est-ce qu'il faudrait avoir une couleur d'impression spécifique à cause de ces marquages? Et le deuxième souci, c'est la langue, parce que vous voyez que donc il y a une info écrite, et du coup, est-ce qu'il faudrait la traduire en langue de chaque pays où est commercialisé l'emballage? Du coup, ça ne nous avance pas tellement par rapport à ce qui est fait actuellement. Donc, idéalement, en fait, il faudrait juste un picto en noir et blanc. Et on attend de savoir si, pour le 12 août 2026, c'est effectivement le cas. Par ailleurs, on aura évidemment le développement potentiel de supports numériques type QR code, etc. Bon, on a besoin de beaucoup d'informations qui soient transmises tout le long de la chaîne, au niveau industriel comme au niveau des consommateurs. Donc évidemment, le plus simple, c'est que ça puisse transiter en format électronique, on va dire, et de ne pas avoir systématiquement des informations écrites sur nos emballages.
Et puis, si on a des emballages réemployables qui sont effectivement mis sur le marché, eh bien, il va falloir aussi les identifier. Et ça va pouvoir commencer à partir du 12 février 2029. Donc, vous comprenez bien qu'on vous a parlé de modifications techniques sur vos emballages, sur les matériaux, sur les formats, les volumes, etc. Mais il va y avoir aussi un impact en termes de graphisme sur les emballages où il va falloir refaire vos étiquettes également. Donc là, c'est aussi un travail qui est assez conséquent et qui va évidemment demander une forte coordination entre les différents services de l'entreprise. D'accord. Je vois qu'il y a une question, on va peut-être la prendre. Est-ce que l'étiquetage harmonisé est obligatoire pour un emballage tertiaire? Alors, non, il y a bien une exclusion pour les emballages de transport et pour les emballages qui sont soumis à une consigne. C'est les 2 exclusions pour l'étiquetage environnemental. Alors, ensuite, changement de consigne pour les emballages pro ou ménagers. Changement de consigne, c'est-à-dire? Changement des consignes pour les emballages pro et ou ménagers. Alors, Bah, Adeline, si si. vous pouvez préciser votre question et on y reviendra après. OK. Ok. On Ok, parle donc après. à ce stade, Allez-y, je vous en vous prie. vous posez peut-être la question de savoir comment est-ce que vous allez travailler et puis éventuellement comment est-ce que vous allez pouvoir montrer patte blanche si jamais vous avez un contrôle, puisque le PPWR, contrairement à la directive précédente, en fait, formalise le fait qu'il y ait des contrôles et d'ailleurs potentiellement des sanctions à terme. Donc, il va falloir démontrer la conformité des emballages. Donc, connaître les exigences et adapter ces emballages en conséquence, ce n'est pas suffisant. Il va falloir monter un dossier de conformité avec un certain nombre d'éléments. Donc, des éléments qui sont prévus dans le règlement. Donc, ça peut être des choses assez classiques, hein. Décrire l'emballage, son usage, quels matériaux, le poids, la composition. Mais après, il va falloir aussi pouvoir démontrer que vous avez respecté les normes, les calculs que vous avez faits et les rapports des essais qui auront suivi éventuellement. Donc, tous les éléments qui démontreront que vous avez bien le minimum de poids, de volume, que vous avez des attestations concernant les PFAS, par exemple, que vous n'avez pas plus de 50% d'espace vide suivant vos emballages, etc., etc. Tout ça devra figurer dans un rapport donc, qui va commencer à être constitué pour le 12 août avec les premiers éléments et qui va augmenter en taille au fur et à mesure, évidemment, qu'on aura les différentes exigences qui seront précisées. Ce dossier de conformité ne fonctionne pas tout seul, c'est-à-dire qu'une fois qu'il est constitué, eh bien, vous allez déclarer la conformité, donc établir une forme d'autodéclaration qu'il va falloir conserver, que ce soit les documents support dans le dossier de conformité ou la déclaration pendant un certain temps, puisqu'on parle de 5 ans pour les emballages uniques et jusqu'à 10 ans pour les emballages réemployables. Est-ce que finalement, les entreprises, puisqu'on voit ce dossier de conformité, ce qu'il va contenir, mais est-ce que les entreprises, elles disposent déjà des bonnes données finalement? Alors ça, c'est pas évident, ça dépend de la façon dont c'est structuré dans l'entreprise. En général, les données sont enfin, nous, la façon dont on voit ce qui se passe, elles sont plutôt éparpillées. Elles sont rarement complètes. Donc effectivement, il y a déjà un premier gros travail, en fait, de récupération et de synthèse de l'information et de vérifier que l'information dont on dispose au final nous permettra bien de répondre justement à la conformité. Et donc ça, c'est absolument pas évident et ça veut dire aussi qu'il va falloir avoir des flux fonctionnels à la fois en amont avec ses fournisseurs et aussi potentiellement en aval avec ses clients pour qu'on puisse transmettre la juste information à chaque fois. Très bien. Est-ce qu'on peut prendre quelques questions ou vous souhaitiez ajouter quelques éléments complémentaires? Non, sur cette partie-là, on peut prendre quelques questions Alors, si on nécessaire. prend des questions, elles sont
très, très nombreuses. On a une question sur l'étiquetage harmonisé est-il obligatoire pour un emballage tertiaire? ça, On on a l'a vu. répondu. Ouais. Ouais. Vous dites que les étiquetages harmonisés ne sont pas appliqués pour les emballages tertiaires. Le colis carton d'expédition consommateur n'est donc pas concerné. Donc, c'est uniquement pour les emballages de transport qui sont exclus. Les emballages groupés, typiquement, sont bien inclus dans dans l'étiquetage. OK. Le fabricant imprimeur doit-il légalement s'assurer que les emballages qu'on lui confie sont conformes? La charge de la conformité ne repose pas sur, il repose Non. plutôt sur le donneur d'ordre, en fait. Oui. Alors, Tout à on parle fait. du dossier il peut- technique. Il On peut pourra avoir creuser, un hein. rôle de conseil pour autant, mais Oui, Comme rôle c'est de le cas conseil. aujourd'hui. voilà. Mhm. Le dossier technique sera de la responsabilité du fabricant d'emballage ou de l'utilisateur. Là, il va falloir effectivement revenir à la définition du fabricant au sens du PPWR. D'accord. Donc, Quel organisme? Oui, je vous en prie. Oh, non, non, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est vraiment nouveau, hein, par rapport à la directive, puisque la définition du fabricant a changé en fait avec le règlement PPWR. Donc vraiment revenir à cette définition. OK. Quel organisme sera en charge des contrôles dans les États membres? Alors au niveau français, en tout cas, ça sera la DGCCRF et l'ADEME. Mhm. D'accord. Voilà. Et dans les autres pays, je ne sais pas. En tout cas, en France, c'est bien la DGCCRF et l'ADEME qui seront les organismes de contrôle. Une question, à qui doit-on réaliser la déclaration de conformité? À qui? En fait, chaque entreprise doit la réaliser pour chaque système d'emballage, en fait. Donc c'est une autodéclaration quelque part. D'accord. Alors, peut-on faire un dossier technique regroupant plusieurs références produits de même matériaux et design, mais déclinés sur plusieurs formats? Alors, autant je vois des éléments qui pourraient être effectivement identiques, mais si c'est décliné sur plusieurs formats, on risque d'avoir des différences sur certains types de calculs. Ça peut modifier tout autant la recyclabilité que le minimum de poids et volume en justifiant ou le taux d'espace vide. Donc là, cette question-là n'est pas du tout évidente. Je comprends bien qu'on essaye de limiter la Les dossiers. paperasse, le temps de travail, etc. Mais il là, faudra vraiment que ce soit justifié. Et sur c'est pas évident. non, c'est pas Sur des impressions différentes, si vous voulez, là, c'est quelque chose qui semble plus facile à pouvoir effectuer. Alors, les questions, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de questions. Donc, on va peut-être avancer. on va passer sur la partie 4 qui vous permet vraiment de faire passer des messages et comment on se prépare concrètement. En tout cas, merci beaucoup pour toutes vos questions. On essaiera d'y répondre encore juste après. De toute façon, je le précise en aparté, vous aurez bien évidemment ce webinaire en replay et puis la présentation vous sera envoyée. Voilà. On aborde à présent, voilà, le point important, c'est comment on se prépare concrètement. Et pourquoi finalement 2026, c'est l'année clé. Alors, c'est vrai que même si la plupart finalement des exigences, on l'a vu, hein, elles se situent plutôt à horizon 2030 et 2040, l'année 2026, ça constitue déjà une étape clé, hein, une étape importante. Pourquoi? Parce que le règlement, il va entrer dans sa phase d'application. Je le rappelle, 12 août 2026, entrée en application du règlement dans les États membres. Et donc, on s'attend à avoir dans les prochains mois, on a déjà vu, hein, que ça commence, des modifications de textes nationaux pour qu'ils s'alignent justement avec le droit européen. Et typiquement en France, hein, c'est la fameuse loi DADU, je pense que vous avez tous entendu parler, qui a pris beaucoup, beaucoup de retard, comme beaucoup de textes français. Mais attention, elle devrait paraître, non pas en février 2026, désolé, voilà, cet automne. Et donc, cette loi DADU va bien aligner le droit français avec le droit européen. Pourquoi 2026, c'est une année importante? Parce qu'au niveau des projets d'emballage, que ce soit au niveau des choix matériaux ou des investissements industriels qui sont réalisés aujourd'hui, en fait, ça va avoir un impact direct sur la capacité des entreprises à répondre aux différentes exigences de demain.
On sait que dans le secteur de l'emballage, les cycles de développement sont relativement longs. Et donc, toutes les décisions R&D qui seront prises aujourd'hui vont conditionner finalement la conformité de demain. Et là, je passe assez rapidement, mais effectivement, 2026, c'est vraiment l'année de la documentation, l'entrée en application du dossier de conformité. Donc, vous l'avez bien compris, il est indispensable de consolider et de structurer toutes les données techniques emballage. Alors, donc on l'a vu, le PPWR, il couvre beaucoup de sujets avec des échéances qui sont très différentes et avec un niveau d'impact qui va être variable en fonction des entreprises et en fonction aussi de la typologie des emballages. Je vous laisse nous présenter vraiment les étapes, Ouais, tout à fait. construire la feuille de route. Aujourd'hui, en fait, ce qu'on voulait vous faire passer, c'est que l'objectif, c'est de structurer, on va dire, progressivement sa démarche de conformité. Et pour ça, nous, on propose d'avancer en 4 grandes étapes. Donc, la première étape, qu'on appelle diagnostiquer, en fait, l'idée, c'est de réaliser un diagnostic de son portefeuille emballage et d'identifier les niveaux d'exposition. Dans une deuxième étape qu'on appelle prioriser, l'objectif, ça va être de prioriser les solutions, les actions les plus critiques pour concentrer finalement ses efforts sur les emballages les plus exposés. La troisième étape qu'on appelle agir, en fait, l'idée, ça va être d'engager les premières actions concrètes. Et enfin, en quatrième étape, on propose de sécuriser la conformité à long terme, notamment en mettant en place une organisation durable. Et donc, l'objectif, vraiment, si vous pouvez commencer aujourd'hui, essayer de construire une feuille de route qui soit vraiment cohérente et progressive. Ça ne sert à rien non plus de tout faire en même temps. L'idée, c'est vraiment d'avoir cette feuille de route progressive. Alors, si on rentre un petit peu dans chaque étape de cette démarche, finalement, donc la première étape, ce qu'on appelle, nous, le diagnostic. Donc, l'objectif, il est simple, c'est d'avoir une vision claire de son portefeuille emballage et d'identifier son niveau d'exposition par rapport aux différentes exigences du PPWR. Et donc, nous, en fait, on propose de structurer en plusieurs temps. Tout d'abord, on va réaliser ce qu'on appelle la cartographie de l'emballage. L'idée ici, ça va être d'identifier les systèmes d'emballage, d'identifier quels sont les différents éléments qui composent les systèmes d'emballage, identifier les familles d'emballage, est-ce qu'on est sur des emballages rigides, des emballages flexibles, les matériaux utilisés, est-ce qu'on est sur du plastique, est-ce qu'on est sur des monocouches, des multicouches, et évidemment d'identifier aussi les volumes qu'on met sur le marché. Dans un deuxième temps, l'idée, ça va être d'évaluer les risques. Alors, par exemple, on va évaluer les risques par rapport à la recyclabilité actuelle. On va identifier quelles sont, au niveau de quelle est la complexité des systèmes d'emballage, quelle est la complexité des structures. Mais on va aussi évaluer les risques par rapport aux substances préoccupantes. Finalement, quelles sont les substances chimiques qui sont présentes dans nos emballages. On va aussi regarder tout ce qui est format, design des emballages. Donc ça, c'est dans un second temps. Et en parallèle, évidemment, je pense que tout le monde a compris, on va vraiment collecter toutes les données techniques des emballages, donc soit auprès de ses fournisseurs, soit en interne de son entreprise. L'idée, c'est vraiment de consolider, de compléter son dossier de conformité et bien évidemment de mettre en évidence aussi les informations manquantes. Ce qui est quand même important pour savoir quelle information ensuite demander. Alors, il s'agit bien évidemment de prioriser ces actions, mais comment est-ce qu'on parvient à le faire? Quelle est la méthode proposée? Tout à fait. L'enjeu ici, c'est pas de traiter de tous les sujets en même temps, mais vraiment de pouvoir hiérarchiser les actions en fonction du niveau de risque réglementaire, bien évidemment, et en fonction aussi de l'impact économique pour les entreprises. Et donc, nous, on a choisi en tout cas 3 niveaux de priorité. Donc, un premier niveau qu'on appelle les priorités immédiates, qui concerne les emballages qui cumulent à la fois un niveau de risque réglementaire très élevé et un impact business fort. Donc, typiquement, c'est les emballages qui seront non conformes en 2030, parce que qui dit non conforme dit interdiction de mise en marché. Et donc, il est quand même urgent de commencer à travailler sur ces emballages. Le deuxième niveau de priorité, nous, on l'a appelé les chantiers à lancer.
ils correspondent aux emballages qui ont un niveau de risque réglementaire plus faible ou alors à des volumes mis en marché beaucoup plus faibles. Typiquement, ça peut être les emballages qui seront non conformes en 2040. Et donc là, on a vraiment un peu plus de temps pour lancer les sujets R&D et les changements d'emballage. Et troisième niveau de priorité, alors là, on l'a appelé, nous, niveau de surveillance. Et ça correspond vraiment aux emballages qui sont quelque part les moins à risque, mais qui sont quand même sous surveillance en fonction aussi de l'évolution réglementaire. Et donc, cette deuxième phase de priorisation, elle est importante parce qu'elle permet vraiment de concentrer les efforts là où ils sont réellement nécessaires et d'éviter de se disperser, d'en faire trop et finalement de plus savoir qu'est-ce qu'on fait en fait. Donc ça, cette étape, elle est très importante. Je vous propose de nous parler de la partie de l'étape 3, qui est forcément une partie très importante. C'est nous parler des actions qui peuvent être lancées d'ores et déjà. Oui, on peut effectivement distinguer plusieurs niveaux d'action. En fait, il y a des choses qu'on peut lancer très rapidement. Bon, on va se répéter un petit peu. La collecte des données techniques, qui est vraiment un élément important, c'est ça, en fait, qui va vous donner la boussole. Donc ça, il faut s'y mettre tout de suite. Et puis, surtout, que ça peut être un exercice qui est assez long, puisqu'on a parfois des chaînes, en fait, d'approvisionnement. Et si c'est pas votre fournisseur direct qui a la donnée, mais qui doit la récupérer auprès de son fournisseur à lui ou du fournisseur, vous voyez, tout de suite, on parle en semaines quand même, voire en mois. Donc ça, il faut s'y coller tout de suite. Il y a des choses aussi sur lesquelles on a quand même déjà un petit peu de connaissances et sur lesquelles beaucoup d'entreprises ont déjà travaillé, c'est les éléments perturbateurs du recyclage. Bon, bah ça, c'est évidemment, il faut continuer à travailler dessus. La réduction du poids des emballages, normalement, c'est une action continue qui a certainement été engagée depuis longtemps par votre entreprise. Mais ce n'est pas parce qu'on a réduit historiquement le poids d'emballage qu'il faut s'arrêter là en se disant bah, on a fait le mieux et l'année dernière c'était le top qu'on puisse faire par exemple. Il faut bien se dire que c'est vraiment un travail de l'ensemble de la société et que vos fournisseurs en fait si vous ont proposé une solution il y a 1 an ou il y a 2 ans, eh bien ils ont aussi évolué de leur côté et potentiellement ils peuvent vous proposer des solutions encore un petit peu plus performantes que celles que vous auriez déjà validées. Et puis pour ceux qui ne conditionneraient pas de produits sensibles, vous vous êtes certainement posé déjà la question de l'intégration de matières recyclées. Et pour ceux qui ne l'ont pas déjà fait, vous avez vu les objectifs. Il est temps de se poser la question en fait de ces approvisionnements sur le sujet, de pouvoir sécuriser. On suppose que l'actualité économique vous a par ailleurs fait déjà aussi poser cette question-là, de façon à sécuriser vos approvisionnements évidemment. Et puis ça, j'ai envie de dire, c'est un petit peu l'urgence. En parallèle, il faut mettre en place des projets structurants, ceux sur lesquels vous savez que vous allez travailler sur les 3, 5, 10 prochaines années, qui peuvent aller du redesign complet de vos systèmes d'emballage à mettre en œuvre le réemploi et toute la structure qui va avec, qui est assez conséquente, comme vous l'expliquait Marion. Et puis la qualification de nouveaux matériaux, de nouveaux formats d'emballage, voire une réflexion sur de nouveaux équipements. Donc tout ça, c'est structurant. On sait bien que la difficulté en fait de devoir mettre en place à la fois des actions à court terme et des projets structurants, ça veut dire aussi qu'il faut des hommes et des femmes pour s'en occuper. Et donc ça amène un autre gros challenge dans les entreprises en fait, où de nombreuses petites entreprises voire moyennes, ne sont pas structurées en emballage avec des informations et des responsabilités qui sont réparties. Ça pose en fait énormément de questions de ce côté-là. Oui, c'est un gros suivi, comme vous venez de lire, un chantier voilà, qu'il faut pouvoir tenir dans le temps. Et oui, en fait, si vous voulez, le 12 août 2026, c'est le début d'un marathon avec une course d'obstacles en même temps. Donc, on a le début, on a la réglementation, donc on a une forme de top départ, si vous voulez. On avait commencé par avoir des drafts, etc. Bon, on savait quand avait lieu le début de la course. Et puis maintenant, on a tous nos obstacles avec la recyclabilité. Hop, on a 2 obstacles à passer. L'intégration de recyclé, hop, c'est encore un obstacle. Les objectifs de réemploi, c'en est encore un. Et ce qu'il y a, c'est qu'on n'a pas toutes les règles du jeu. Donc, il faut avoir une veille réglementaire qui soit fonctionnelle. Vous avez le texte aujourd'hui du PPWR, l'ensemble
de la documentation secondaire, que ce soit des actes d'exécution, des normes, ont tout juste commencé à apparaître et leur parution va s'échelonner pendant plusieurs années en fait. Donc, il ne faut pas louper le coche à chaque fois, puisque à chaque fois qu'on aura une nouvelle méthode, en fait, vous aurez en général 2 ans pour l'intégrer, pour modifier vos emballages et en fait pour pouvoir l'appliquer. À chaque fois, c'est très très court, surtout que vous serez déjà en train de faire d'autres changements, donc ça se rajoutera à d'autres choses. Donc, il ne faut surtout pas perdre de temps. Donc, la veille réglementaire est devenue quelque chose de totalement indispensable. Et là où jusqu'à présent, on avait tendance à le faire sur le produit conditionné dans son entreprise, qui était son cœur de métier, il faut aussi le faire sur les emballages. Très bien. Il nous Ça reste veut dire- quelques minutes. Je n'ai pas tout à fait fini, si vous me permettez. Ça veut dire également qu'au niveau documentation épreuve, il va falloir tout conserver et que ce soit aussi dans des systèmes qui permettent un archivage sur du moyen terme et qui permettent de la transmission d'informations en amont et en aval. Vous allez également restructurer probablement tout ce qui tourne autour des emballages, que ce soit des flux d'informations ou des équipes qui s'en occupent. Et resserrer vos relations en amont et en aval, car vous allez faire circuler en fait beaucoup d'informations. Voilà. Parfait. Alors, on vient de parler de toute cette organisation. Moi, j'ai une question pour conclure. On essaiera bien évidemment de répondre à une ou deux questions si le temps nous le permet, mais on a vraiment envie de savoir comment, face à tout cela, qu'est-ce qui va distinguer les entreprises qui seront prêtes de celles qui ne le seront pas? C'est quoi véritablement l'organisation impérative à mettre en place maintenant? Alors, comme dans toute organisation, en fait, il faut partir au bon moment. Donc, c'est-à-dire tout de suite, partir au bon moment et avoir en fait les bons outils, de façon à ne pas perdre de temps lors de la course. Donc, les entreprises qui ont déjà commencé ou qui commencent là actuellement seront forcément celles qui seront les mieux préparées. Si on attend le 12 août 2026, puis une prochaine échéance en 2028, puis une prochaine échéance en 2030, c'est sûr qu'on sera en retard. Donc, il faut déjà se préparer pour se restructurer dans l'entreprise, pour anticiper tous les besoins, qu'ils soient informatiques, qu'ils soient techniques, liés à la production, liés au développement, ou qu'ils soient tout simplement humains, avec des personnes qui soient en capacité de gérer ce type de projet. Très bien. Donc, surtout ne pas attendre. Surtout ne pas attendre. Merci beaucoup à toutes les deux. Une ou deux questions. En tant que distributeur d'emballage, quelles informations est-on tenu de transmettre à nos clients pour qu'ils constituent leur dossier de conformité sans casser notre discrétion commerciale? Donc, effectivement, grosse question au niveau de la confidentialité. Ça, Ce n'est pas un point qui est évoqué dans le PPWR. Le PPWR nous demande d'être conforme, mais ce point-là de confidentialité est plutôt soulevé par les entreprises. Et pour le moment, on n'a pas d'encadrement. En fait, on suppose qu'on pourra gérer les informations potentiellement dans le cadre du passeport digital. Mais tout ça sont des réglementations qui, à la base, sont un petit peu différentes et qui devront s'articuler. Parfait. Est-ce que PPWR concerne uniquement les emballages pour vente ou par exemple aussi les flux SAV ou un envoi de prêt de produits par exemple? bah, Pas bien de tous les tous les emballages. emballages. Ouais, tous les emballages. Il y a pas, pour le coup, il n'y a pas d'exclusion Il n'y a d'emballage. pas d'exception, on Non, peut il dire. faut vraiment que tous Ouais. les emballages soient concernés. Ouais, ils sont tous concernés. Tous tout à les fait. emballages, tous les matériaux. Tous les emballages et tous les matériaux. Bien, merci beaucoup. On a vraiment eu des tas de questions. Donc, Chantal, on voit bien hein, que ce sujet, c'est pas uniquement un sujet réglementaire, mais un sujet de transformation à la fois industrielle et organisationnelle. Ça fera peut-être l'objet d'un nouveau webinaire prochainement, ou en tout cas. Je vous entends pas, Chantal, votre micro est coupé. Il faudrait que vous remettiez votre micro. Voilà. Voilà, ça y est. Face au nombre de questions, effectivement, on peut s'interroger à l'organisation d'un nouveau webinaire à la rentrée pour voir un peu ce démarrage où effectivement les
les questions auraient été plus abordées, plus cernées et réaccompagner l'ensemble des gens qui encore s'interrogent, puisqu'on voit que c'est sur un déploiement quand même qui n'est pas immédiat, même si effectivement il est lancé. Ouais. Et on Eh sera bien, ravis merci. de vous donner des thématiques qui peuvent fournir un intérêt de tous. Alors, on me pose la question, can I have the slides which you showed today? Yes, of course. We will send you the presentation, the deck. So, merci beaucoup, en tout cas, Blandine et Marion, pour cette présentation. Je rappelle donc que ce webinaire sera disponible en replay et puis nous pourrons également vous envoyer cette présentation. Merci beaucoup. Merci Merci à vous. beaucoup. Bonne journée. Merci à tous.